les chemins de la connaissance, cette semaine, le continent Kierkegaard. Aujourd'hui, la part immergée avec Jacques Lafarge, éditeur. Jacques Lafarge, bonjour. Jacques Lafarge, vous êtes donc l'éditeur des journaux et cahiers de notes de Kierkegaard qui paraissent donc en coédition chez Fayard et aux éditions de Laurent sous leur forme complète. Alors nous aurions pu intituler cette émission « Des papiers d'un homme encore en vie », qui est le titre donc du premier livre de Søren Kierkegaard, premier livre publié en 1838, parce que ces journaux de notes ou de réflexions datés que vous publiez aujourd'hui donc dans une nouvelle édition complète, Jacques Lafarge, toutes ces pages révèlent la machinerie de l'œuvre. L'expression était d'ailleurs de Kierkegaard lui-même, mais il l'employait donc dans le sens adopté au théâtre. Et c'est donc très émouvant de voir apparaître sous forme d'ébauche quelques-uns des grands thèmes de sa pensée. Nous allons tout au long de la semaine donc les évoquer, mais d'abord avec vous, Jacques Lafarge, donc, qui en êtes l'un des maîtres d'œuvre, parlons de cette entreprise éditoriale qui est prévue en 11 volumes et dont la parution du premier est prévue pour la semaine prochaine, dans quelques jours, donc le 25 avril. Jacques Lafarge. Oui, en effet, c'est une aventure de plus, pour reprendre un mot qui avait été employé lorsque nous avons achevé la publication des œuvres complètes en 20 volumes, qui avait été employé par Patrick Devedjian dans un papier d'un célèbre journal du soir. Il avait parlé d'une aventure éditoriale et comparé certaines aventures éditoriales, dont la nôtre, à des aventures de l'esprit. Je pense que l'expression serait presque encore plus adaptée ou mieux adaptée lorsqu'il s'agit des journaux et cahiers de notes dont nous avons à parler maintenant. Si je fais ce rappel des œuvres complètes que nous avons publiées en 20 volumes, c'est parce que il faut bien qu'il y ait un commencement à tout, et c'est parce que cette édition a existé que le centre de recherche Kierkegaard à Copenhague, lorsqu'il a voulu s'occuper lui-même, ce qui n'est pas le cas de tous les organismes de recherche ou d'édition, lorsqu'il a voulu s'occuper lui-même de l'internationalisation de son travail en veillant à ce qu'on soit donné le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles des traductions dans les principales langues, s'est adressé à nous. Nous avions derrière nous déjà ce travail fait sur 20 volumes d'œuvres complètes et il a pensé qu'il serait assez normal que nous puissions continuer avec la publication des journaux et cahiers de notes. Alors donc, vous avez évoqué, Jacques Lafarge, le centre Kierkegaard de Copenhague, qui est, on va dire, l'éditeur scientifique de cet ensemble. D'ailleurs, les œuvres complètes qui ne sont pas entièrement publiées au Danemark comptent, je crois, plus de 50 volumes, 51 volumes. Oui. Donc, on parlait de continent, c'est une œuvre immense. Voilà, c'est une œuvre immense. Dans les 55 volumes que comptera l'édition danoise lorsqu'elle sera achevée, il y en a 27 qui seront consacrés au texte de Kierkegaard lui-même et le reste à ce que les Danois appellent des commentaires. On aura peut-être l'occasion d'y revenir d'ailleurs parce que c'est quand même une des grandes originalités de cette édition. Commentaires bien sûr qui sont traduits dans l'édition française et même adaptés à la langue, adapté au contexte culturel, etc. Vous employez le mot continent, il est juste. On pourrait prendre aussi l'image d'un archipel, un petit peu comme le Danemark, où il faut sans cesse descendre d'un train pour emprunter un bateau, etc., etc. Et l'image me paraît peut-être aussi pouvoir s'adapter, car on quitte une œuvre philosophique pour entrer dans un texte religieux, on quitte ce texte religieux pour entrer dans une pochade estudiantine comme celle qui termine le volume 1 avec un intitulé bizarre qui est la lutte entre l'ancienne et la nouvelle cave à savon.
où parmi les personnages figure une mouche qui eut l'honneur de séjourner sur le nez immortel de Hegel pendant qu'il écrivait la phénoménologie de l'esprit. Donc, d'ailleurs, la catégorie du sot, puisque j'ai emprunté le mot tout à l'heure, est une des grandes catégories de l'œuvre de Kierkegaard. Oui, alors... c'est ce que je disais, Jacques Lafarge, c'est ce qui est très émouvant dans ces journaux et cahiers de notes. Donc, il présente aussi cet aspect extrêmement hétéroclite, divers, composite et traversé par l'ironie et l'humour. Vous venez de nous en donner un bon exemple. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit apparaître un certain nombre de grands thèmes de l'œuvre. Alors, le premier volume qui doit paraître donc la semaine prochaine est donc constitué des journaux et notes qui s'étendent de 1833 à 1839. En 1833, Søren Kierkegaard a 20 ans. Et c'est donc, exactement. Voilà, et c'est donc un journal, on peut dire, qui couvre la période de la jeunesse. Tout à fait, à condition de prendre le mot journal dans une acception qui ne renvoie pas immédiatement à des journaux autobiographiques voilà. Très personnalisés comme Amiel, puisque oui. C'est une des comparaisons dont on use souvent. En fait, il note ce qui lui passe par la tête, pour faire court et peut-être un peu trivial. Il a des fulgurances de pensée, il les écrit, d'autant qu'il s'est aperçu, il l'a dit plus tard, à propos de Hamann, que quelquefois les idées, on les a une fois et puis après on ne les a plus. Donc, ayant pris conscience de ce phénomène assez jeune, dès qu'il avait une idée, il voulait la noter. Alors techniquement, ça se traduit par des choses qui n'est pas inintéressant de souligner ici, c'est qu'il travaillait sur plusieurs textes à la fois. Il avait en général des appartements assez grands. Voilà, il se promenait d'une pièce à l'autre. Il se promenait d'une pièce à l'autre dans laquelle il y avait des écritoires. Voilà. Que son domestique était chargé d'alimenter en encre et en plumes d'acier, suffisamment neuves pour permettre de bien écrire. Et il allait de l'une à l'autre. Alors il allait des œuvres proprement dites, des ouvrages composés, rédigés, élaborés, etc., à des journaux, je dirais même à plusieurs journaux, parce que vous avez fait allusion aux dates qui correspondent au premier volume qui va paraître, mais en fait on retrouvera des textes même un peu antérieurs, par exemple dans le tome 3, où il y aura des textes de 1833. D'accord. Donc il travaille simultanément sur plusieurs chantiers intellectuels, si vous voulez, et littéraires, avec en plus une particularité qu'il faudra que nous évoquions sans doute tout à l'heure, qui est de travailler sur des demi-feuilles. Ah bon ? Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce détail. Oui, c'est-à-dire une partie de ces demi-feuilles pliées dans le sens de la longueur correspondait à des notes éventuelles ultérieures. Voilà, c'est ça. Il n'utilisait que la moitié d'une feuille, en symbolisant la chose par un pli léger. Il écrivait sur la partie gauche de la feuille, disons la partie intérieure, si on mettait 2 pages côte à côte, la partie intérieure de chacune des pages, laissant à la partie extérieure un grand blanc. Mmh. Et dans ce blanc, il ajoutait des choses. Quelquefois le jour même, quelquefois 8 jours après, quelquefois 3 mois après, quelquefois 3 ans après. Mmh. Et c'est un peu l'originalité aussi, une des originalités de la nouvelle édition qui va sortir, c'est que par un jeu de mise en page élaboré par les Danois et que nous, Français, avons essayé de traduire ou de respecter autant que faire se pouvait dans l'édition française, on a ces espèces de 2 colonnes de texte, si bien que cette œuvre qui a la réputation d'être dialectique, chaque œuvre ayant un rapport dialectique aux autres œuvres, on a là une espèce de dialectique page à page. Il y a la dialectique de la colonne de gauche et la dialectique de la colonne de droite. On verra que c'est une espèce de laboratoire, on peut dire, de sa pensée, que cet ensemble considérable de papier. Les Danois emploient ce mot de papier. Ce sont les Nachlass, comme on dit en allemand, donc ces cahiers et journaux de notes. Mais je vous propose
propose, justement au sujet du lien très particulier qui lie ces textes datés donc à la biographie elle-même, vous l'évoquiez à l'instant Jacques Lafarge, à la biographie elle-même de Søren Kierkegaard. Voici donc une réflexion très pénétrante de Maurice Blanchot. Il s'agit d'un extrait de son ouvrage intitulé « Faux pas ». Ayant des contacts avec toute l'œuvre de Kierkegaard, le journal pose d'innombrables problèmes et l'on ne saurait songer à s'en approcher. Mais il en est un qu'il met en valeur et dont on discerne quelques éléments. C'est le problème de la communication. Ce problème prend chez lui une signification particulière. On y trouve une première expression de ce paradoxe qui fait que ses œuvres, sa pensée, sont toutes formées de péripéties autobiographiques et semblent destinées à révéler sa vie, et qu'en même temps cette vie, ainsi livrée continuellement d'une manière indirecte dans des écrits qui la manifestent sous la forme des plus hauts problèmes, apparaît essentiellement comme ne pouvant être révélée dans sa vérité et son drame profond. Ne cessant dans une certaine mesure de parler de soi et de réfléchir sur les événements de son existence, Kierkegaard se donne comme règle de n'en rien dire d'important et fonde sa grandeur sur la sauvegarde du secret. Il s'explique et il se voile. Il se montre et il se défend. Il se découvre, mais c'est, attirant les esprits par une véritable séduction, pour les mettre en contact avec la substance de ces ténèbres et leur refuser ce qui leur expliquerait tout. Voilà donc un extrait de Faux pas de Maurice Blanchot qui définit assez bien ce lien particulier qui existe dans ces journaux et cahiers de notes, Jacques Lafarge, entre la biographie de l'auteur et son texte. Oui, et je pense et c'est d'ailleurs, ça vaut pour l'œuvre ultérieure voilà, même de Kierkegaard. Je pense que si Blanchot avait connu la nouvelle édition danoise ou la nouvelle édition française, cela l'aurait conforté dans le propos qui vient d'être lu. Même si la chose est complexe, dans la mesure où il n'écrit pas ce journal ou ces journaux d'une manière linéaire, mais comme je le disais tout à l'heure, chaque fois qu'une idée lui paraît intéressante, il la note. Chaque fois qu'une lecture lui paraît intéressante, il y a beaucoup de notes de lecture. Il la copie, il la transcrit. Il y aura sans doute d'ailleurs rendu plus facilement possible par cette nouvelle édition que par les précédentes. Il y aura sans doute un jour des gens qui étudieront ce qu'il cite et ce qu'il ne cite pas. Pourquoi il cite une première phrase et saute par exemple la phrase suivante. Il y aura tout un travail là à faire sur la genèse de l'œuvre et son rapport à l'œuvre des autres. Donc aussi une dialectique avec les autres auteurs. Et il y a ce terme de machinerie qu'il emploie lui-même qui est très suggestif pour définir justement à la fois donc le texte tel qu'il nous parvient, qui est un texte terminé, achevé, et puis le rôle, le travail d'une certaine façon qu'il a pu opérer dans l'œuvre elle-même de Kierkegaard lorsqu'il était vivant. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois dans les journaux une œuvre qui précède les œuvres achevées ou qui les accompagne, voire qui les suit. D'autant que dans les éditions elles-mêmes, dès qu'elles venaient de paraître, après qu'il eut donné le bon à tirer, il commençait par les rouvrir et à noter déjà en marge des corrections ou des précisions, voire des suppressions, en vue d'une éventuelle deuxième ou troisième ou quatrième édition. Donc c'est vrai qu'il y a là un rapport intéressant. Alors, on m'a demandé une fois si le journal était écrit ou les journaux étaient écrits en vue d'une utilisation ultérieure dans des ouvrages au sens plus courant du terme. Je n'ai pas osé m'avancer sur ce terrain parce que je ne pense pas connaître la véritable réponse. Je crois quand même pouvoir dire que ça n'était pas vrai de tout. Que de temps en temps, il est pensé à noter quelque chose comme une espèce de brouillon potentiel d'une œuvre à venir, c'est sans doute vrai, en tout cas pour les premiers ouvrages,
Et dans un de ses premiers ouvrages, celui qu'on traduit dans notre édition par l'Alternative, pour un texte court qui s'appelle Diapsalmata, car on y trouve effectivement des textes qui sont littéralement les mêmes dans ce qu'on appelle les journaux et dans ce qui est sont devenus les Diapsalmata de l'Alternative. Mais je ne crois pas qu'il faille trop généraliser et que le journal doivent être considérés comme un brouillon de l'œuvre. Non, ça n'est pas ça du tout. Mais il y a un lien très fort. On laisse aux chercheurs évidemment le soin, maintenant que cette œuvre sera disponible, notamment en français, de traquer et de débusquer justement ces embryons de l'œuvre à l'état d'ébauche. Mais pour donner un peu une idée de ce qu'est cet ouvrage étrange, donc le premier tome, je le disais, correspond à la jeunesse. Et il s'ouvre par exemple sur un carnet de route, en somme, un carnet de voyage, d'un voyage qu'il a fait dans le nord du pays pendant quelques jours en juin 1835. Oui, ça donne d'ailleurs l'occasion de dire quelque chose qui n'est pas encore apparu dans notre conversation, à savoir l'état dans lequel se trouvaient les textes de Kierkegaard quand a été entreprise cette nouvelle édition. Retrouvé donc après sa mort. Retrouvé après sa mort, tout de suite d'ailleurs après sa mort, dans les quelques jours qui ont suivi. Et surtout cet héritage, ce Narlas, comme vous disiez, avec le mot allemand fréquemment employé dans ce genre de problème, ce Narlas donc a subi bien des avatars. Et la première édition des œuvres posthumes, comme on l'a appelé, les papiers posthumes, a permis de sauver beaucoup de manuscrits qui, sans elle, auraient sans doute définitivement disparu, mais a été également l'occasion d'en voir disparaître certains. Oui. Car les habitudes de l'époque n'étaient pas celles que nous connaissons maintenant. On ne pouvait pas faire aussi facilement des copies qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc le brave responsable de cette édition, remarquable par ailleurs pour son temps, qui était M. Barfod, qui était le secrétaire du frère de Kierkegaard, devenu évêque dans l'intervalle. Il est devenu évêque après la mort de son frère. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire d'erreur dans la chronologie parce que c'est un peu gênant. Il a présidé aux funérailles de son frère cadet, mais pas en qualité d'évêque, il ne l'était pas. Il n'était qu'un simple pasteur à l'époque. Bon, mais peu à peu, il a franchi les dernières étapes dans la hiérarchie ecclésiastique luthérienne danoise, et c'est lui qui a eu la responsabilité d'entreprendre ou de faire entreprendre par son secrétaire la première édition des journaux. Et à ce moment-là, il est arrivé qu'une fois composés, voire imprimés, les manuscrits soient détruits, purement et simplement. Donc, la nouvelle édition danoise, dont nous donnons une traduction française, lorsqu'elle peut utiliser les manuscrits eux-mêmes, bien sûr, s'y réfère et en part. Mais lorsque ces manuscrits ont disparu, eh bien, on part de l'édition imprimée de M. Barfod. Voilà. Et c'est justement le cas de ce voyage vers le bord du Kattegat que les Danois affectionnent comme lieu de séjour agréable. C'est justement ce voyage-là qui n'est pas accessible en manuscrit parvenu jusqu'à nous, mais uniquement à travers une première édition imprimée. Voilà. Alors là, nous avons utilisé un jeu subtil que nous reprenons d'ailleurs aux Danois, de textes justifiés à droite ou de textes qui ne le sont pas. Voilà. Alors, on le disait, Jacques Lafarge, donc il y a énormément de notes de lecture. Alors, évidemment, c'est une période de jeunesse, une période consacrée aussi à la découverte des grands auteurs. On évoquera les romantiques qui sont très, très présents, évidemment. Pratiquement tous les grands auteurs, depuis le Sturm und Drang, tous les grands auteurs du romantisme allemand s'y trouvent convoqués à un degré ou à un autre. Et je vous propose justement d'en écouter un bon exemple avec ce petit texte consacré à Clemens Brentano. Il est très intéressant ce petit récit de Brentano, intitulé La Belle Anne, et important pour la signification du pressentiment. Il a au plus haut point un caractère populaire, et s'il ne repose pas sur un fond de légende,
Brentano se révèle comme un maître véritable. Car outre la note qui rend la joie de vivre, sanamens in sane corpore, les récits populaires sont aussi imprégnés par une grave et profonde mélancolie, un pressentiment de la puissance du mal, une calme résignation de chaque génération à payer son tribut à cette puissance inexorable. De là le rôle si considérable des lieux d'exécution, des corbeaux et des corneilles, des prisons, des perversions, etc. Cet accent imprègne aussi toute cette histoire. Les vers d'une piété toute simple y retentissent tout au long, d'une façon étrangement prophétique. On y trouve le sombre pressentiment du bourreau quand son glaive bouge, l'anecdote sur la façon dont la belle Anne tirait toujours sur son tablier, etc. Il faut entendre toute cette histoire de la bouche d'une chiffonnière en guenilles au cimetière des suicidés, dans une atmosphère de brouillard, sous les cris des corbeaux et des corneilles un jour d'exécution. Voilà, donc cette vision très profonde donc de ce petit conte et notamment du lien donc entre le conte populaire et le thème de l'angoisse déjà qui apparaît. C'est un exemple. On aurait pu citer, alors il y a tout un dossier, Jacques Lafarge, tout un dossier consacré au Faust de Goethe. Oui. C'est évidemment une des figures, un des types, un des caractères, en quelque sorte, que Kierkegaard privilégie dans ses années de jeunesse et dont il usera ensuite, d'ailleurs, pratiquement tout au long de son œuvre. On peut faire deux remarques à ce sujet, parmi beaucoup d'autres. La première, c'est que très jeune, à l'époque dont nous parlons d'ailleurs, il avait 20 ans et quelques années, il a acheté la première grande édition complète de Goethe, qu'on appelle l'édition de dernière main, selon le terme consacré professionnellement parlant. C'est une édition en 55 volumes. On retrouve ce chiffre de 55, déjà évoqué tout à l'heure dans un autre contexte. Oui, il ne l'a pas tout lu, bien sûr, mais enfin, très jeune, il a voulu acquérir ses œuvres de Goethe, qui venait de mourir quelques années avant. Goethe est mort, si je ne me trompe, en 1832. Donc, nous sommes pratiquement, oui. Nous sommes pratiquement contemporains là, de la fin de son œuvre. Ce n'est pas le Faust qu'il a lu en priorité, mais le Faust, il le connaît surtout, et c'est ce qui apparaît dans ce prochain premier volume, à travers une étude d'un professeur allemand, oui, célèbre à l'époque, qui est M. Schubart. Nous avons donc droit, si j'ose dire, à des citations de Schubart en allemand, avec de temps en temps quelques traductions en danois, qui sont elles-mêmes traduites en français. Et puis donc le reste ne l'est pas, hélas. Une lecture critique. Et une lecture très critique du Faust de Goethe, essentiellement de la première partie, mais également un peu de la deuxième partie du Faust, ajoutée, comme vous le savez, beaucoup plus tard. Alors, il y a évidemment très tôt, j'évoquais donc ce carnet de voyage, dans les pages qui suivent, dans les toutes premières pages du journal, on a déjà donc l'apparition d'un autre thème très important. On va revenir sur le romantisme, parce que c'est effectivement très prégnant dans toutes ces pages, mais on voit apparaître le thème de la religion, du christianisme et des chrétiens, donc des considérations sur le christianisme très tôt dans ses journaux et cahiers de notes, Jacques Lafarge. Ça n'est pas étonnant quand on sait l'influence qu'avait eue sur Kierkegaard son père, qui était lui-même d'une grande piété, voire d'un grand rigorisme de pensée sur le plan du comportement moral, etc. Et il avait assisté, étant le plus jeune, on l'oubliait un petit peu, il était dans un coin, il faisait semblant de jouer à autre chose, pendant que son père avait des conversations avec des intellectuels de haut vol, à la fois dans le domaine philosophique et dans le domaine théologique. Mais non seulement des intellectuels, mais également des spirituels. L'évêque Münster, qui devait être à la fin de la vie de Kierkegaard une de ses cibles, sinon directement, puisqu'il est mort à ce moment-là, du moins à travers son successeur, l'évêque Martensen, Münster faisait partie du cercle de la famille Kierkegaard.
Donc il a baigné dans cette atmosphère, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas quelquefois la crise de l'adolescence, comme on dirait maintenant, qui à l'époque devait se produire d'ailleurs un petit peu plus tard qu'elle ne se produit aujourd'hui, qu'il n'a pas pris son indépendance, son indépendance d'esprit. Mais ces journaux de notes commencent, on le disait, à l'âge de 20 ans, et c'est déjà une jeunesse très mature qui s'y révèle. Oui. Exactement, et d'ailleurs dans un ouvrage qui est resté inédit pour des raisons qu'il serait trop long d'exposer ici, et qui a été publié après sa mort par son frère, le fameux évêque que nous évoquions tout à l'heure, un texte qui s'appelle « Point de vue explicatif de mon œuvre d'écrivain », il dit qu'il faut lire. Alors je sais bien que c'est toujours un problème lorsqu'un auteur essaie de donner lui-même la clé de son œuvre a posteriori, en quelque sorte. Car on se demande si c'est la vérité ou si on l'arrange un peu, cette vérité. Mais en tout cas, il y dit très nettement que son œuvre est religieuse du début jusqu'à la fin. Alors encore faudrait-il s'entendre sur le sens du mot religieux. Oui. Mais ça, je pense qu'il faut que nous le laissions à l'un de mes successeurs dans votre série d'émissions. Peut-être aussi sur le sens du mot début, mais en tout cas, là, c'est très clair. Dans ses journaux et cahiers de notes, Jacques Lafarge, c'est très très clair. Donc, ce sont des préoccupations qui apparaissent extrêmement tôt et qui parcourent pratiquement tout le texte. Je vous propose de revenir au thème du romantisme, qui est très important aussi, avec cette réflexion sur l'ironie romantique. Le calme, l'assurance qu'on éprouve à lire une œuvre classique ou à fréquenter un homme mûr ne se trouve pas dans le domaine romantique. Il en est presque ici, comme lorsqu'on voit écrire un homme dont la main tremble. On craint à chaque instant que la plume n'échappe à son contrôle pour dessiner un trait caricatural. C'est l'ironie à l'état de somnolence. Voilà, donc un autre extrait de ces journaux et cahiers de notes de Søren Kierkegaard que vous publiez, donc Jacques Lafarge, qui doivent paraître dans les jours qui viennent. Il y a un autre thème important. Kierkegaard était grand amateur, on le sait, de théâtre et d'opéra. Et la musique aussi joue un rôle important dans ces cahiers, un peu en retrait. Il y a notamment un thème très important pour lui, notamment pour le premier livre qui a fait son succès au Danemark et dans le monde, on peut dire, le Journal du séducteur. C'est le thème de Don Juan, Jacques Lafarge. Oui, alors, aussi bien pour l'ironie qui vient d'être évoquée et que l'on pourrait aussi... Oui, c'est aussi un thème important. Par rapport à l'humour. Oui. Donc, aussi bien pour l'ironie que pour maintenant Don Juan, il faut se souvenir que lorsque Kierkegaard écrivait ses notes dans son journal, il avait déjà en tête le développement ultérieur de ces thèmes. Sous quelle forme? Peut-être ne le savait-il pas. Ça, je ne peux pas me mettre à sa place. Mais il est certain qu'on va retrouver développer le thème de l'ironie dans d'innombrables ouvrages, mais notamment dans sa thèse de doctorat qui va paraître quelques années plus tard et clore une dizaine d'années d'études supérieures à l'université de Copenhague, qu'il intitule « Le concept d'ironie constamment apporté à Socrate », mais dont une des trois parties est en fait l'ironie romantique. Et pour ce qui est de Don Juan et de la musique et de Mozart, ça sera également un des morceaux importants de la première partie de l'alternative qui sera consacrée plus tard. Donc là, on retrouve encore le lien que vous évoquiez tout à l'heure entre les journaux et les œuvres publiées. Oui. Il y a d'ailleurs sur l'ironie, alors là, dans une version plus autobiographique, un texte saisissant qui est un peu long et qu'on n'aura pas le temps de lire cette fois-ci, où il s'agit d'un deuil qui le frappe, le deuil d'un de ses frères, et au cours de ce deuil, au moment justement de la célébration, il raconte une anecdote extrêmement drôle qui fait ressortir en fait toute l'ironie mordante de cet auteur Søren Kierkegaard. Merci Jacques Lafarge. Je rappelle donc que vous êtes l'éditeur de cet ensemble, cette entreprise importante de publication des journaux et cahiers de notes de Søren Kierkegaard, dont le volume 1 va paraître en coédition chez Fayard et les éditions de Laurent. Vous avez également
également préfacé à noter la dialectique de la communication éthique et éthico-religieuse du même auteur, et c'est une publication Rivage. C'était donc le premier volet de cette série consacrée au continent Kierkegaard que nous retrouverons demain avec André Claire. Les textes étaient lus par Christophe Brault, en direct, s'il vous plaît. Merci Christophe. À la console, Pascal Dupont. Les chemins de la connaissance, une émission de Jacques Munier, préparée par Avril Ventura et Meryl Moneghetti, réalisée par Pierrette Perronneau. Il est 11h30, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver À Voix Nue.